Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, la répression policière face aux Gilets jaunes. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Michel Touris, un policier. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes secrétaire général du syndicat France Police, Policiers en colère. Pour commencer, Michel Touris, dans quel état sont les forces de l'ordre aujourd'hui après plus de 13 samedis de mobilisation? Un état, vous vous en doutez, d'extrême tension, de grande fatigue. Les collègues ne peuvent pas poser de congé, ils sont toujours rappelés. Les week-ends sont extrêmement chargés, que ce soit sur le plan des maintiens de l'ordre ou sur le plan judiciaire, puisque quand on prend les gardes à vue, après il y a tout le traitement judiciaire à assurer derrière. Et à côté de ça, la criminalité, la délinquance de droit commun continue à sévir dans notre pays. Donc il faut bien sûr continuer à traiter les dossiers en semaine. Donc énormément de fatigue et beaucoup de tension dans nos rangs. Vous pensez que ça se fait au détriment effectivement de la sécurité au quotidien? On avait vu que ce débat avait été ouvert notamment pour l'attentat de Strasbourg. C'est évident, dès lors que vous avez une très forte mobilisation les week-ends. Notre ministre parle donc il donne plus de chiffres depuis quelques actes, mais on parle aux alentours de 80 000 forces de l'ordre mobilisées chaque week-end. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, quand vous êtes autant impliqué sur des missions de maintien de l'ordre, vous ne pouvez plus traiter certains dossiers. Donc aujourd'hui, vous avez des officiers de police judiciaire qui se retrouvent, qui avaient un portefeuille par exemple de 200 dossiers en attente avant les événements avec les Gilets jaunes. Aujourd'hui, ce portefeuille a doublé, donc autant de dossiers en attente à traiter, et on se demande effectivement comment on pourra traiter l'ensemble de ces procédures-là avant de se retrouver avec un délai de prescription dessus. Alors vous, quel regard portez-vous sur le déploiement policier fait par le gouvernement? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est proportionnel aux mobilisations, ou au contraire, est-ce que c'est quelque part un peu une démonstration de force? Nous, notre organisation, on est le seul syndicat depuis le premier acte le 17 novembre à proposer un propre décompte des manifestants qui est pas du tout en corrélation avec les chiffres aujourd'hui qui sont proposés par le ministère de l'Intérieur. Je rentrerai pas dans la guerre des chiffres. Nos chiffres sont des chiffres que nous, on considère comme étant sincères. On fait un travail de fond, on travaille un petit peu comme les instituts de sondage. Donc on prend quelques points représentatifs de manifestants. On fait un calcul et on fait une multiplication, un petit peu avec un panel représentatif, si vous voulez, de points de rassemblement. Et on arrive à des chiffres qui sont beaucoup plus importants que ce que nous annonce le ministère de l'Intérieur en termes de manifestants gilets jaunes. À savoir que quand le ministère de l'Intérieur annonce 80 000 policiers mobilisés, ce que nous, on constate de manière réelle sur le terrain, vous comprenez bien que s'il n'y a que 30 ou 40 000 manifestants, ça paraîtrait un peu étonnant, puisqu'on se retrouverait avec 2 policiers pour un manifestant, ce qui n'est pas, nous, ce qu'on ressent sur le terrain et ce qui n'est pas démontré aujourd'hui par les images et les investigations. Donc très clairement, cette mobilisation policière, elle est pour nous pas surévaluée dans la mesure où il y a beaucoup plus de gilets jaunes que ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Finalement, le gouvernement est pris à son propre jeu avec les chiffres. Je pense que je ne peux pas m'avancer sur ces questions-là, mais il est évident que dès lors que vous annoncez 80 000 forces de l'ordre et que vous dites qu'il n'y a que 50 000 manifestants dans les rues, on voit bien qu'il n'y a pas de corrélation. Et on a annoncé, je pense que le ministère a tellement annoncé, si vous voulez, des chiffres qui nous paraissaient extrêmement bas dès le premier acte. Après, il est aussi difficile, on voit sur les marges de diminution, parce qu'on constate sur certains actes des diminutions plus importantes que sur d'autres. Il est plus compliqué pour aussi le ministère, si vous voulez, de trop marquer ces différences d'un acte à l'autre, à moins d'expliquer qu'il n'y ait plus que 5 000 ou 10 000 gilets jaunes dans les rues, ce qui ne serait pas cohérent. Alors au début du mouvement et encore à quelques endroits en France, on a vu les Gilets jaunes appeler les policiers à les rejoindre à plusieurs reprises. Comment cela a-t-il été vécu dans les rangs ? Si vous voulez, la position de l'ensemble de la police nationale, que ce soit les syndicats ou les forces actives sur le terrain, elle est très claire. Nous, on est là pour protéger les institutions de la République. Quoi qu'on pense de M. Macron, quoi qu'on pense du gouvernement de M. Philippe, ils ont une légitimité aujourd'hui à être présents et à diriger le pays. Donc, quoi qu'il arrive, la police nationale, les forces de la police nationale et du ministère de l'Intérieur seront toujours loyales aujourd'hui aux institutions. Peu importe les ordres ? Oui, bien sûr, peu importe les ordres. Ces ordres s'inscrivent dans un cadre légitime. Encore une fois, je le répète, le gouvernement de M. Philippe est légitime. Si ces ordres doivent être contestés, c'est à la justice de le faire. C'est aux partis politiques d'opposition à le faire, mais ce n'est pas à nous, policiers, d'évaluer la proportionnalité de la réponse à apporter aux Gilets jaunes.
Alors quand on voit quand même la situation dans les commissariats, la situation des policiers au quotidien, leurs moyens qui sont sans cesse revus à la baisse, on imagine quand même que parmi les policiers, il doit quand même y avoir quelques esprits qui se sentent gilets jaunes. Il y a forcément au sein de la police nationale beaucoup de collègues qui sont tout à fait en phase avec les revendications des Gilets jaunes. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on agit dans le cadre d'un maintien de l'ordre, on doit, en tant que fonctionnaire de police, respecter le principe de neutralité de la fonction publique. Et ce principe de neutralité fait que nos convictions politiques, sociales, ne doivent pas intervenir dans la pratique de notre mission policière. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe, puisqu'on le voit, quand on nous demande de réprimer aujourd'hui les manifestations de Gilets jaunes, les collègues le font, même si effectivement ils ont face à eux des personnes avec lesquelles ils partagent un certain nombre de sensibilités sur les questions et les revendications sociales. Alors on sait quand même qu'il y a quelques moyens, entre guillemets, alternatifs pour faillir à la mission de neutralité, par exemple les arrêts maladie. Est-ce que vous avez constaté une augmentation dans les rangs de la police ? Il y a les arrêts maladie, comme il y en a toujours, mais pas particulièrement plus. En revanche, on a constaté, vous le savez, depuis le début de l'année, une vague de suicides beaucoup plus importante dans nos rangs. On était pratiquement à un suicide tous les 2 jours sur le mois de janvier. Et là, il faut certainement y voir aussi une corrélation avec le fait que plus on tire sur les effectifs, plus on est exigeant avec les effectifs et moins ils ont de vie privée à côté, plus effectivement on se retrouve avec des collègues en situation de burn-out. Alors justement, quel est votre point de vue sur la réponse apportée par le ministère de l'Intérieur à ce mouvement social ? Nous, très clairement, on a été la première organisation syndicale à saisir M. Philippe, le Premier ministre, pour dénoncer aujourd'hui ce que nous, on a qualifié de blessure de guerre. C'est notre organisation syndicale, la première, qui a mis cette sémantique au cœur du débat public, aujourd'hui qui est reprise de manière générale. Hein, dans la lettre que je fais à monsieur le Premier ministre, je parle de blessure de guerre, je parle de mutilation. Donc évidemment, notre organisation syndicale a été extrêmement inquiète de voir cette situation, puisque là encore, il faut comprendre que dans le cadre des maintiens de l'ordre, les missions de police, vous avez 2 types de police en France, vous avez la police judiciaire et la police administrative. Lorsque vous êtes en position de maintien de l'ordre, la police judiciaire cesse et vous êtes en opération de police administrative, c'est-à-dire que vous ne dépendez que du préfet de police à Paris ou que des préfets dans les départements. Le procureur de la République peut être présent sur place, mais il n'est là que pour traiter, in fine, les infractions pénales qui découlent des manifestations, mais l'ordre public est véritablement géré par le préfet. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, on a vu, avant de parler, de revenir sur les blessés des Gilets jaunes, on a vu qu'une loi anti-casseurs avait été promue par le gouvernement, une loi qui venait initialement de Bruno Retailleau, républicain. Quel est votre point de vue sur cette loi ? Est-ce qu'elle est efficace ? Parce qu'on a quand même l'impression que les casseurs, on les connaît et que pour autant, rien ne les empêche de venir dans les manifestations. Très clairement, c'est toujours les réponses purement politico-politiciennes au problème. C'est-à-dire on pond une loi et on fait croire à l'opinion publique qu'on va solutionner les problèmes par une loi. Or aujourd'hui, l'arsenal juridique, le code pénal, le code de procédure pénale est tout à fait suffisant pour lutter contre les problèmes liés au maintien de l'ordre et à la délinquance liée à ces phénomènes d'émeutes, de bandes, de casseurs qu'on retrouve au sein des manifestations. Simplement, il suffit aujourd'hui d'appliquer la loi. Vous voyez que par exemple sur le dernier acte, l'acte 13, les caméras de l'ensemble des journalistes, notamment les télés, les chaînes d'information en continu, arrivent à filmer des casseurs en action. À ce moment-là, pourquoi, si les journalistes sont présents et arrivent à filmer ce type de scène, pourquoi à ce moment-là, vu qu'on a encore une fois 80 000 policiers plus ou moins mobilisés par acte, pourquoi à ce moment-là, très rapidement, on n'a pas un ordre d'aller interpeller ces individus-là, les placer en garde à vue. Vous voyez, ça pose une question de fond. Donc Justement, je vous pose la question. Encore une fois, c'est des ordres. Après, c'est des choix en termes d'organisation de maintien de l'ordre. Un dispositif de maintien de l'ordre peut avoir plusieurs types d'organisation. Vous pouvez être sur un maintien de l'ordre très figé où vous attendez, où vous protégez certains lieux et vous laissez les individus opérer dans d'autres parce que vous avez une priorité de protection de site. Ou alors, vous pouvez avoir des maintiens de l'ordre beaucoup plus mobiles avec des collègues qui interviennent très rapidement, qui sortent, qui s'extraient, si vous voulez, des blocs de protection pour aller interpeller les individus. Donc tout ça, c'est des choix purement tactiques, opérationnels et politiques du maintien de l'ordre. Mais vous n'avez pas besoin d'une loi supplémentaire. Vous avez un individu en train de casser, brûler un véhicule ou envoyer des projectiles sur les forces de police. Vous avez la commission d'une infraction pénale. Vous pouvez aller interpeller cet individu, le présenter à un officier
officier de police judiciaire pour le placer en garde à vue et assurer derrière un traitement judiciaire de cet individu. Donc ce que vous êtes en train d'expliquer finalement, c'est que le préfet, les préfets ont visiblement fait le choix systématique de se concentrer sur les manifestations de Gilets jaunes, quitte à laisser œuvrer les casseurs en marge de ces manifestations. On a vu au fil des actes différentes mises en place opérationnelles de stratégie. Il y a eu sur un acte, vous avez vu par exemple, où il y a eu volonté de faire énormément d'interpellations, qu'on peut quasiment qualifier d'interpellations préventives, avant même que les personnes puissent se rendre sur le lieu de manifestation. Ça a été un choix qui a été opéré à un moment donné, on l'a constaté. Aujourd'hui, sur les derniers actes, on est plutôt revenu dans un dispositif assez traditionnel, où les forces de l'ordre sont positionnées relativement en retrait des manifestants, et voilà, ce qui permet de laisser une certaine liberté aux groupes de casseurs qui opèrent à l'intérieur des cortèges Gilets jaunes pour aller casser, puisque vous avez moins de collègues infiltrés au milieu et vous avez les forces de police qui sont plus en retrait des cortèges. Je pense par exemple au 1er décembre, où il y avait les heurts à côté de l'Arc de Triomphe, une des journées les plus violentes de ces manifestations. On a constaté un déploiement policier très important lors de la manifestation, jusqu'à 17-18 heures. À partir de 18 heures, on a vu un retrait des forces de l'ordre, alors même que les casseurs étaient précisément en train d'arriver et de saccager les magasins aux alentours de l'Arc de Triomphe. C'est vrai qu'on s'étonne un peu de ces décisions de police. En fait, il faut comprendre que sur un maintien de l'ordre, c'est assez complexe, parce que quand vous avez une unité qui est en activité depuis le matin, si cette unité a procédé à un certain nombre d'interpellations, ça retire des effectifs de l'unité pour derrière à quand même assurer un minimum de traitement judiciaire. Donc, quand l'unité constituée a perdu trop d'effectifs, c'est toute l'unité qui doit s'arrêter de travailler. Vous ne pouvez pas faire une unité avec 4 fonctionnaires en maintien de l'ordre et les envoyer en milieu. Vous voyez, donc, c'est souvent plus complexe que ça. Donc, il faut effectivement pouvoir anticiper sur une longue période de gérer un maintien de l'ordre de très tôt le matin, très tard le soir, ce que malheureusement le ministère de l'Intérieur n'avait pas forcément anticipé, puisqu'on ne s'attendait pas, et c'est un peu unique dans l'histoire d'une manifestation, à avoir des violences dès 10h le matin et de devoir gérer un maintien de l'ordre de 10h le matin jusqu'à tard le soir. Alors depuis le 17 novembre, on a vu qu'il y avait eu de nombreux blessés dans les rangs des manifestants. Parmi les blessés, une jeune femme de 20 ans, Fiorina. Elle était l'invitée de TV Liberté avec son ami Jacob. Je vous propose de l'écouter. On a essayé de sortir de la manifestation parce que justement, on en avait une autre en tête qui était pour l'environnement. On devait faire la marche pour l'environnement. Et ils nous ont empêchés de sortir. Et c'est plutôt vers 14h que ça a commencé à chauffer. Les gendarmes mobiles qui avaient encerclé tous les Champs-Élysées et fermé toutes les issues avaient ordre de ne laisser sortir aucun manifestant. Sur le coup de 13h50, nous sommes au sommet des Champs-Élysées. En face de nous, un magasin, le Publicis Drugstore, qui était protégé par des panneaux en bois pour le protéger des casseurs, justement, est vandalisé. Les panneaux en bois sont arrachés, ils sont incendiés. Les CRS vont intervenir par une rue perpendiculaire. Les casseurs sont à plus de 100 mètres de nous. Quand les CRS interviennent, ils préparent l'assaut pendant environ 5 minutes. Ils rentrent sur les Champs-Élysées. Les casseurs sont à la droite des CRS. Mais les CRS vont faire usage de leur flashball, de leurs grenades, non pas seulement à droite sur les casseurs, mais aussi droit devant eux et à gauche où nous nous trouvons. Environ 100 mètres des CRS. Ils sont avancés, mettons peut-être 80 mètres. On voit un groupe de CRS qui rentre au milieu des Champs-Élysées. Ils sont une douzaine, je dirais. Et là, il y a un CRS armé d'un lance-grenade qui va tirer une première grenade dans notre direction. Nous sommes un groupe d'environ 150, 200 gilets jaunes, au sommet des Champs-Élysées, bloqués d'un côté par le mur de l'ambassade du Qatar et de l'autre côté par un groupe de gendarmes mobiles. Le CRS va tirer une première grenade, elle arrive à ma gauche, et il va tirer une deuxième grenade dans la foule qui ne peut se disperser, qui n'est pas hostile, personne n'a le visage masqué, personne jette de projectiles, on est à plus de 80 mètres du CRS, et pourtant il tire une deuxième grenade et elle va arriver en pleine tête de Fiorina. Alors c'est un entretien qu'on peut retrouver en intégralité sur TV Liberté à la rubrique Zoom. Comment expliquer, Michel Touris, que les LBD, les lanceurs de balles de défense, puissent faire tant de dégâts alors que précisément les instructions indiquent qu'il ne faut pas viser le haut du corps ?
Tout simplement, il faut comprendre que déjà l'usage des LBD est ordonné par, encore une fois, je le répète, le ministère de l'Intérieur, M. Castaner, et donc les préfets qui relayent en opération de maintien de l'ordre, à un moment donné dans la manifestation, un ordre d'usage, soit du LBD 40 ou de la GLI F4. Il faut comprendre maintenant que les collègues qui vont faire usage de cette arme, on n'est pas dans un stand de tir où vous avez le temps de prendre vos paramètres précis de visée, où vous êtes dans des conditions optimales de tir. Le collègue qui va faire usage du LBD peut lui-même, autour de lui, peut être bousculé au moment du tir, être déséquilibré. Vous avez aussi face à vous, vous ciblez un manifestant au niveau du tronc. Vous pouvez aussi avoir la scène qui évolue entre l'action de tir. Il faut comprendre qu'à le moment où le cerveau va déclencher l'action du doigt sur la détente, il faut ensuite que la chaîne pyrotechnique se fasse pour éjecter la balle en caoutchouc. Il faut que cette balle en caoutchouc, qui est quand même beaucoup plus lente qu'une balle létale de notre arme, par exemple à feu, de notre arme Sig Sauer, elle est plus longue à arriver. Donc, si vous voulez, entre la décision de tir... On parle de temps très court quand même, de oui, c'est très millisecondes. court, mais vous comprenez que dans une manifestation, vous avez face à vous des individus qui bougent, ça bouscule, tout ça se passe très vite. Donc vous visez, vous pouvez avoir aussi le tireur, comme je vous dis, le collègue qui tire, qui est légèrement déséquilibré et qui fait que son tir va monter un tout petit, d'un millimètre, mais avec la distance, 1 millimètre de décalage fait qu'au lieu d'arriver dans le buste, la balle en caoutchouc peut effectivement arriver au visage d'un manifestant. Ça veut dire alors que c'est finalement une arme qui est inadaptée dans cette situation ? Alors, ça sera à la justice, effectivement, de dire si l'usage des LBD, des GLI F4 était nécessaire, par exemple, comme le semble dire ce monsieur. Mais encore une fois, moi, je reste prudent, c'est ses déclarations. Il y a une enquête de justice en cours, et une enquête de police, et la justice se prononcera. Il faudra déterminer si, effectivement, les ordres qui ont été donnés par l'autorité préfectorale à ce moment-là de faire usage de ces moyens de force intermédiaires qui sont à la fois les LBD 40 et la GLI F4 étaient nécessaires et proportionnés à la simple nécessité de disperser une foule de manifestants d'une manifestation, d'un rassemblement, de ce qu'on va appeler un attroupement, manifestation non autorisée. Il n'y a pas forcément, si vous voulez, aujourd'hui, ce n'est pas précisé dans le texte dans quelle mesure, quels sont les moyens que vous pouvez mettre réellement en œuvre pour disperser une manifestation non autorisée. Donc il va y avoir de la jurisprudence qui va forcément se créer par les tribunaux pour évaluer si les ordres qui ont été donnés par l'autorité préfectorale étaient proportionnés au but à atteindre en matière d'ordre public. Je tiens juste à souligner que, par exemple, le discours aujourd'hui qui est tenu par le ministère de l'Intérieur de dire oui, il faut assurer l'ordre public, donc on ne peut pas accepter des manifestations non autorisées sur voie publique. Parallèlement à ça, vous savez que dans les quartiers, les 600 cités interdites aujourd'hui qu'on a sur le territoire national, vous avez un certain nombre de points de deal qui sont tenus sur la voie publique, au pied des tours, des bars HLM. Vous avez des dealers qui ont installé chaises, tables, etc. Est-ce que ces individus-là aussi qui occupent le domaine public et qui créent un trouble grave à l'ordre public pour tous ces gens qui habitent ces quartiers-là, est-ce que là, on donne des ordres de les disperser, vous voyez, à coup de GLI F4 ou de LBD, vous voyez? Donc il y a aussi ce souci de proportionnalité, il y a forcément derrière quand même un discours qui est très politique de la part du ministère de l'Intérieur. Alors si on se concentre encore un peu sur le LBD, on a entendu beaucoup de choses à son sujet. Est-ce que finalement ce lanceur de balles de défense est si peu précis que certains l'ont expliqué? Est-ce qu'au contraire il est très précis, mais comme vous l'expliquez, c'est plutôt la situation qui rend les projectiles difficiles à cibler exactement sur une personne? Qu'en est-il réellement? Moi, je ne suis pas suffisamment spécialisé dans cette arme-là. Il faudrait faire des essais balistiques pour dire. Aujourd'hui, il y a une polémique qui a été lancée autour de la munition qui est utilisée, qui n'est pas la munition qui a été agréée par le fabricant du LBD. Donc, il faudra déterminer, effectivement, là, ça peut se faire dans le cadre d'une enquête judiciaire, faire des essais balistiques pour voir si cette munition, effectivement, peut tout simplement rendre l'arme moins précise. Mais il faut comprendre que d'un point de vue général, encore une fois, c'est la situation de tir qui va faire le raté. Vous voyez très bien quand les collègues utilisent le LBD, ils sont en groupe, ils sont en unité constituée, donc ils peuvent être bousculés au moment du tir. C'est assez rare que les policiers soient en situation de stand de tir quand ils sont appelés à utiliser leurs armes. Il faut comprendre que le LBD 40, nous on est très favorable à le conserver, mais surtout sur des violences urbaines dans les quartiers, puisque là on est quand même dans une configuration de tir qui est très différente. On peut aussi se retrouver quand on est en état de légitime défense face à nous avec un agresseur qui veut nous attaquer, par exemple avec un couteau, une arme blanche, plutôt que faire usage du Sig Sauer
laser, qui est une arme létale et où on va neutraliser la personne en lui donnant les morts, c'est quand même mieux d'avoir le LBD et de tirer un coup de LBD, de le sécher, d'aller le chercher sans le tuer. Donc c'est une arme qui est efficace, qui est très utile pour les policiers. Mais est-ce que maintenant l'usage des LBD tel qu'il est ordonné par, encore une fois, l'autorité préfectorale dans les manifestations, est-ce que c'est tout à fait judicieux? Et ça, ce sera à la justice de répondre sur cette question-là. On a entendu parler également de l'installation de caméras sur les policiers porteurs de lanceurs de balles de défense. Ça, c'est une mesure intelligente? Nous, on est totalement opposés à ça, puisqu'encore une fois, c'est simplement pour mettre en porte-à-faux les collègues, puisque quelque part, on se défausse, l'autorité administrative se défausse de sa responsabilité en disant on ordonne l'usage des GLI-F4, on ordonne l'usage du LBD, mais en gros, s'il y a des blessés, eh ben, voilà, on verra avec la caméra, sachant qu'en plus, il y a quand même quelque chose de très démagogique, puisque la caméra n'est pas allumée de manière permanente. Quand vous l'allumez, il y a un temps de temporisation, etc. Donc il est évident qu'on va se retrouver... Tirer, oui. Exactement, voilà, on va se retrouver très clairement avec des collègues qui vont se retrouver à devoir faire usage en état de légitime défense du LBD 40, mais qui n'auront pas eu le temps d'allumer leur caméra. Et derrière, il est fort probable que l'administration et l'autorité judiciaire disent « Ah bah vous êtes en porte-à-faux parce que vous êtes en défaut, vous n'avez pas allumé votre caméra ». Donc c'est juste pour mettre nos collègues en insécurité, sachant que si le ministère de l'Intérieur veut filmer, déjà à Paris, il y a un certain nombre de vidéosurveillance, il peut très bien y avoir un collègue qui est détaché d'une compagnie pour lui se mettre à un point haut et filmer de manière permanente ce qui est en train de se passer en bas. Donc demander aux collègues, en plus du maintien de l'ordre, de tout ce qu'il y a à faire sur une mission de maintien de l'ordre, en plus de devenir caméraman, ça pose quand même beaucoup de difficultés pour nos collègues. Alors on l'a compris tout à l'heure, vous nous avez expliqué que finalement les ordres qui étaient donnés aux policiers sur place venaient du préfet, mais qu'en est-il de l'ordre de tirer encore une fois? Est-ce que ce sont des décisions prises sur le terrain par les policiers qui sont sur le terrain, ou au contraire, est-ce que par radio, tout simplement, on leur dit, bon maintenant il faut faire feu, il faut les pousser, etc. etc. Très concrètement, il va y avoir à un moment donné donc le préfet qui va donner ordre à un commissaire chef du dispositif ou un commandant de police chef du dispositif de maintien de l'ordre sur le secteur, de dire voilà, en fonction de la situation du moment, faites usage des moyens de force intermédiaires, donc l'IF4 et LBD 40 l'un ou l'autre ou les deux à la fois, pour disperser la foule ou pour mettre fin à telle ou telle exaction, par exemple un commerce en train de piller. Et donc après, les collègues ont ordre de faire usage. Il est évident qu'in fine, c'est quand même eux qui ont l'arme entre les mains, donc ils doivent en faire quand même un usage malgré tout intelligent. Mais ils ont cet ordre-là. Donc l'ordre est donné d'utiliser ces moyens. Ils utilisent ces moyens de force intermédiaire, par exemple, pour disperser un attroupement ou mettre fin au pillage d'un commerce ou casser, si vous voulez, un groupe d'émeutiers. C'est l'esprit. On parle de grenade de désencerclement. Donc c'est quand vous êtes encerclé par un groupe d'individus, vous jetez ce type de grenade qui contiennent une part de TNT, qui fait énormément de bruit, qui est très impressionnante et qui envoie aussi de la lacrymogène, donc qui a pour effet de casser le groupe d'assaillants. Et qui envoie de fait des projectiles en explosant. Évidemment, c'est une grenade extrêmement dangereuse puisque vous comprenez bien qu'on a de la TNT à l'intérieur. Donc quand la grenade éclate, même si vous n'avez pas d'objets très durs, même les plots, les espèces de plots en mousse que vous avez à l'intérieur sont projetés à très grande vitesse et deviennent quasiment des balles, tout simplement. Vous avez le cas, je crois, d'un manifestant qui a été traversé de part en part par un éclat de cette grenade. Mais on est conscient du danger de cette grenade, puisqu'on parle bien de grenades de force intermédiaire, d'armes de force intermédiaire. Donc elles n'ont pas un caractère létal, mais elles ont un caractère extrêmement dangereux. On est sur de la force intermédiaire. Alors, on a vu que certains policiers étaient en civil dans les manifestations. Certains avaient des tenues très particulières, comme on peut le voir à l'écran. Certains sont en jogging. Très sincèrement, on pourrait quand même, si on leur retirait leurs armes et leurs casques, se croire en banlieue, en bas d'une cité dont vous nous parliez tout à l'heure. Est-ce que ce type d'image, ce type de tenue est normal et toléré dans la police ? Oui, absolument. Il faut comprendre que déjà dans le cadre de ces maintiens de l'ordre-là, les collègues ont le droit de protéger leur anonymat, donc ont le droit de ne pas apparaître visage découvert, et qu'ensuite vous comprenez bien qu'un certain nombre de nos collègues infiltrent les groupes de casseurs. Si on veut savoir ce qui se passe, il faut être au cœur de l'action. Les collègues, évidemment, ne participent pas des actions
délinquantes de casse, de violence ou autre, mais infiltrent les groupes. Et si à un moment donné, vous n'avez pas une tenue qui correspond au code vestimentaire des casseurs et des émeutiers, vous ne pouvez pas infiltrer ces groupes-là. Donc ça ne pose aucun problème. Dans toutes les manifestations, on a toujours eu des collègues qui s'infiltrent au milieu des manifestants. Là, on y est. Et vous vous doutez bien que quand vous êtes infiltré au milieu de ces casseurs, à un moment donné, quand il faut assurer le maintien de l'ordre, vous devez vous extraire de ces groupes de casseurs-là et rejoindre votre unité. Donc vous n'allez pas sur la voie publique. Ce qui explique certaines images qu'on aurait vues et qui auraient été mal interprétées. Alors, oui, bien sûr, naturellement. Il y a toujours, nous, on ne conteste pas le fait qu'à l'intérieur des groupes de casseurs, vous pouvez avoir des collègues infiltrés, mais ça reste que des collègues infiltrés qui ne sont pas là pour participer aux violences, qui sont là justement pour détecter le passage à l'acte de ces groupes-là, pour pouvoir ensuite le signaler par téléphone portable ou radio aux collègues et permettre aux unités extérieures d'intervenir sur les crimes et les délits qui sont en train de se commettre à ce moment-là. Vous comprenez toutefois que cela puisse nuire à l'image de la police quelque part, quand on voit des policiers en civil avec des cagoules, avec des formes de têtes de mort, armés, c'est quand même un peu surprenant, même si on comprend bien ce que vous nous expliquez. Il faut comprendre que, par exemple, la stratégie qui est mise en œuvre en termes de maintien de l'ordre depuis des années, que ce soit par nos collègues gendarmes mobiles ou les CRS, c'est la dissuasion. Avant tout, vous devez faire peur sur une manifestation. Quand vous avez face à vous un escadron de gendarmes mobiles ou de CRS avec les casques, les boucliers, quand ils donnent la charge, ils tapent avec le tonfa sur les boucliers, justement. Ça participe, si vous voulez, à inquiéter, à faire peur aussi. Et cette dissuasion-là, elle est capitale pour justement éviter d'en venir à des violences directement physiques. Donc quelque part, les collègues en civil inspirent cette peur-là, cette crainte, notamment par le port de cagoules qui peuvent être effectivement faire peur, inspirer la crainte. Elles participent aussi, si vous voulez, à la stratégie de dissuasion des casseurs et de se dire que s'ils commettent des crimes ou des délits lors de ces manifestations, ils vont trouver face à eux une réponse extrêmement ferme de la part de nos collègues. Alors, on l'a déjà évoqué, il n'y a pas que le LBD qui a été remis en question, il y a effectivement les grenades Gli-F4. Samedi dernier, un homme a perdu une main justement aux abords de l'Assemblée nationale après des échauffourées. Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat Unité Police SGP-FO, était interrogé à ce sujet, au sujet de l'homme qui a perdu sa main. Je vous propose d'écouter ses propos. Qui tente de reprendre à la main une grenade lancée par les forces de l'ordre, il cherche sa perte, le type. Au bout d'un moment, il faut le dire. Si la grenade lui était arrivée directement dans la main, oui, on pourrait effectivement poser des questions. Mais là, il se penche, on le voit, les images parlent d'elles-mêmes. Il se penche, il récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Un commentaire ? Oui, nous, la position de notre organisation est très claire. Nous avons dit à plusieurs reprises que les Gli-F4 peuvent être nécessaires, encore une fois, dans certaines actions, notamment dans les quartiers, quand on parle de grenades de désencerclement. Donc en théorie, vous comprenez que c'est pas censé être des grenades purement offensives, c'est surtout des grenades que vous devez utiliser en état de légitime défense. De plus, cette grenade, on sait, elle est très contestée, elle a déjà causé par le passé des dégâts très importants, elle n'est plus commandée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur, on ne fait aujourd'hui qu'écouler les stocks. Maintenant, très clairement, sur la question... Heureusement que les Gilets jaunes sont là pour accélérer la manœuvre. Je ne ferai pas de commentaire. En tout cas, très clairement sur la question de ce manifestant blessé précisément, il est vrai le manifestant a commis une erreur en voulant ramasser la grenade pour la renvoyer sur nos collègues. Maintenant, pour nous, un maintien de l'ordre réussi... Alors, selon sa version, c'est pas pour la renvoyer sur les collègues, c'est pour la pousser parce qu'elle était à côté de ses pieds. En tout cas, pour nous, un maintien de l'ordre réussi, c'est un maintien de l'ordre où il n'y a pas de blessés de notre côté, mais où il n'y en a pas non plus du côté des manifestants. Encore une fois, notre organisation syndicale a dénoncé les mutilations, les blessures de guerre, et je serais tenté de vous dire que même si effectivement ce manifestant a récupéré, ou ce casseur, puisqu'on ne sait pas, l'enquête déterminera quel est réellement son statut, si cette personne a ramassé cette Gli-F4 pour la relancer sur les collègues et qu'elle a éclaté à ce moment et qu'il a perdu sa main, ça n'en reste pas moins, si vous voulez, une sanction inadaptée, puisque le fait de relancer un projectile sur les collègues ne justifie pas la perte d'une main. Donc nous, on n'aura pas la même position que notre collègue, on laissera la justice se prononcer, mais encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises, ne touchez pas à ce type de munitions, surtout quand elles sont encore fumantes, et vous voyez, ne touchez pas, c'est une question de bon sens, vous prenez des risques. Il faut savoir qu'on a plusieurs types de grenades, on en a qui ont des détonations beaucoup plus faibles et donc qui causent beaucoup moins de dégâts si vous la ramassez, mais la Gli-F4, encore une fois, il faut comprendre qu'il y a de la TNT à l'intérieur, c'est une grenade extrêmement puissante, et il est évident que si elle s'intercale par
par exemple, entre vous et un sac à dos, comme ça s'est passé pour M. Rémi Fraisse, à Sivins, vous risquez tout simplement d'y laisser la vie. Alors on a vu également des vidéos circuler sur Internet, je pense notamment à Toulon avec un policier nommé Didier Andrieux. Dans ce cadre, des manifestants semblaient calmes après avoir été appréhendés et on voit ce monsieur s'adonner à des coups de poing sur un des manifestants, puis sur un deuxième, sur un capot de voiture. Est-ce que dans votre syndicat, vous acceptez le fait que parfois il y a aussi des abus du côté de la police ? Il faut comprendre que la police, c'est avant tout une profession qui est exercée par des humains. Ce n'est pas une science exacte, la police. Il faut aussi comprendre le contexte. Quand vous avez les collègues qui se font insulter, caillasser pendant des heures et des heures, ils sont dans une extrême tension, une extrême fatigue, vous pouvez effectivement avoir parfois une réponse qui n'est plus tout à fait proportionnée ou tout à fait parfaite, parce que, encore une fois, c'est un métier humain. Vous comprenez bien que vous pouvez avoir, en fonction de chaque situation, une réaction adaptée. Ou parfois inadapté. Concernant cette affaire-là précisément, moi je m'en tiens à ce qui ressort pour l'instant de l'enquête, c'est que cet individu avait à la main, je crois, un tesson de bouteille ou quelque chose qui pouvait être dangereux pour la sécurité des collègues. Dès lors, notre collègue commandant, en portant des coups pour désarmer l'individu, n'a pas commis, jusqu'à preuve du contraire, un usage excessif de la force. C'est la version de la police en tout cas. C'est pas la version de la police, c'est la version aujourd'hui qui est donnée par les collègues. C'est vers cette version-là qui est... Oui, mais on peut pas à un moment donné considérer que la parole du délinquant vaut celle d'un policier. Les policiers sont quand même des fonctionnaires assermentés, la scène est filmée, donc a priori, et c'est ce que prévoit la loi, la parole de ce qui est mentionné dans un procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc charge effectivement à l'enquête et à la défense de démontrer que le collègue a menti et que cet individu ne présentait aucun risque et qu'il y a eu effectivement des violences gratuites, mais jusqu'à preuve du contraire, ça fait foi et donc on doit retenir ça pour l'instant. Est-ce que pour le moment, il y a déjà eu des mises à l'écart de certains fonctionnaires de police, des mises à pied ou des sanctions administratives? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été lancées? Dans quelle proportion? Oui, on a pour l'instant à peu près, je crois, 130 enquêtes qui ont été ouvertes par l'IGPN, qui sont actuellement en instruction. Ces enquêtes n'ont pas, à ma connaissance, pour l'instant donné lieu à des suspensions ou à d'autres sanctions, mais ces enquêtes, évidemment, sont diligentées avec tout le sérieux qu'on connaît à cet organisme, qui est un organisme certes de la police nationale, mais qui est très défavorable aux collègues. Il faut savoir que voilà, ils instruisent, nous, c'est régulièrement un organisme à l'intérieur de la police nationale, une direction qu'on critique pour instruire à charge, très, très clairement à charge. Ils sont souvent là pour, malheureusement, parce que, encore une fois, ils sont dans une espèce de guerre de communication. Comme ils sont suspectés quelque part, ils appartiennent à la police nationale, donc on les suspecte finalement de connivence. Donc ils vont toujours chercher à instruire un peu à charge. Et donc voilà, on laisse aujourd'hui l'enquête se faire. Ils travaillent en lien avec un magistrat qui est en charge aussi des dossiers. Et nous, on respecte pour l'instant cette procédure-là, sachant que nous, on l'a dit, on a été très clair là-dessus. Si des collègues devaient être condamnés dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre pour des violences illégitimes, notre organisation syndicale se retournera contre le ministère de l'Intérieur et contre les préfets, puisque les collègues ont agi sur ordre de l'autorité administrative. Et pour nous, il sera inacceptable, évidemment, que cette autorité administrative-là sacrifie du collègue qui n'a fait finalement que appliquer les ordres qui leur ont été donnés. Alors Michel Tourist, vous avez été l'un des premiers à pointer du doigt, on va dire, la différence de réponse sécuritaire dans les manifestations de Gilets jaunes par rapport à ce qu'on a connu dans les banlieues en 2005. Comment expliquez-vous cela ? Tout simplement, comme je vous le disais en préambule de notre entretien, le maintien de l'ordre, c'est une question éminemment politique, puisqu'elle est décidée par les préfets qui eux-mêmes reçoivent leurs ordres du ministre de l'Intérieur, et ce ministre n'est pas neutre, il incarne une majorité, il incarne une ligne politique. Donc, en 2005, on était sous Nicolas Sarkozy, on était dans un contexte qui était différent puisque les émeutes faisaient suite à l'affaire Ziad Ebouna, de jeunes qui malheureusement avaient trouvé la mort dans un transformateur électrique suite à
probablement un contrôle, ils avaient voulu fuir un contrôle de police et ils avaient trouvé la mort, ce qui avait embrasé les banlieues. Et le souci de l'exécutif de l'époque, du ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était surtout d'apaiser les choses et de ne pas avoir de blessés, d'autres blessés ou d'autres morts du côté des émeutiers. Donc très clairement, il a été donné une consigne au préfet qui a été répercutée à nos collègues sur le terrain de ne pas riposter aux agressions dont ils ont fait l'objet. Et pendant les 5 semaines qu'ont duré ces émeutes extrêmement violentes, mes collègues ont véritablement servi, je le dis, de chair à canon, puisqu'ils ont été mis face à des émeutiers contre lesquels ils n'avaient pas le droit de riposter. On a eu plus de 200 blessés dans nos rangs, donc 80 collègues qui ont été touchés par des tirs d'armes à feu. Aujourd'hui... létal donc. Létal, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des collègues qui continuent à vivre avec de la chevrotine dans leur corps. Ils en avaient tellement que ça n'a pas pu être extrait par un geste chirurgical. Ces collègues-là ont véritablement servi de chair à canon. On n'a pas riposté, on a laissé véritablement les émeutes se faire pour ne pas avoir de blessés du côté de ces émeutiers-là. Ça veut dire qu'ils avaient des ordres de ne pas intervenir, du moins de ne pas utiliser d'armes non létales. Non létales, voire même... Alors on avait un arsenal qui était différent. En 2005, on n'avait pas la Gliev 4. La Gliev 4 a été commandée après justement ces émeutes. On avait le LBD, donc qu'on peut appeler communément flashball, mais c'est un flashball très amélioré. Avant, on avait un autre flashball, mais qui était très basique et peu efficace. Donc on avait, si vous voulez, les moyens de force intermédiaire, on les avait pas vraiment. Donc effectivement, on était un petit peu dans la position, soit quand on était visé par un tir d'arme réelle, soit on faisait du létal avec une riposte à l'arme létale, ou soit on subissait et on a accepté qu'on ait des morts chez nous, des blessés. Donc on s'est retrouvé dans cette situation-là. Aujourd'hui, ces moyens de force intermédiaires-là, ils n'avaient pas été commandés en prévision des Gilets jaunes, puisque sous Sarkozy, on pensait même, Sarkozy voulait supprimer les compagnies républicaines de sécurité et arrêter le maintien de l'ordre, puisqu'il jugeait ça plus utile, et pour lui, le seul problème de sécurité qu'on avait en France, c'était les quartiers. Donc il voulait des BAC et des unités très réactives qui rentrent dans les quartiers pour très rapidement rétablir leur public et en ressortir. On était dans un contexte très différent. Donc ces armes de force intermédiaire qui étaient destinées pour le maintien de l'ordre dans les quartiers a finalement aujourd'hui été utilisées pour des manifestations à caractère social contre les Gilets jaunes. Et cette répression, puisqu'il faut quand même parler de répression extrêmement forte contre les Gilets jaunes, elle n'est pas la répression de la police, elle est la répression qui est ordonnée par le gouvernement, et la police ne fait que l'appliquer. Voilà, il faut comprendre que c'est une question éminemment politique, celle du maintien de l'ordre. Alors j'ai bien compris, Michel Touris, vous prêchez pour votre paroisse, c'est bien normal, vous défendez vos collègues, mais quand même, on a l'impression, quand je repense à ce monsieur Lefebvre qui explique que le manifestant qui a ramassé une grenade, je cite, c'est bien fait pour sa gueule, on imagine quand même mal des policiers, des syndicalistes dire la même chose pour Zied Bouna. Vous avez tout résumé. Après, très honnêtement, nous, on a été, et encore une fois, on a été les premiers à écrire pour dénoncer ces mutilations, ces blessures de guerre. Vous imaginez bien, on a même été consternés de devoir le faire nous-mêmes en tant qu'organisation syndicale policière. Vous imaginez bien que si vous aviez eu le 100e de la répression qui aurait été ordonnée par le gouvernement dans les quartiers contre les dealers, vous auriez eu tout l'establishment qui se serait retrouvé dans la rue pour être outré, scandalisé d'une réponse de ce qu'on aurait qualifié un état policier finalement. Quand il s'agit des Gilets jaunes, là étonnamment, effectivement, personne ne s'est réellement mobilisé ou n'a dénoncé, nous, des faits qui sont encore pour nous graves, puisqu'ils portent atteinte, si vous voulez, directement à l'image de la police et au rapport qu'on entretient avec la population. Aujourd'hui, nous, notre démarche, elle n'est pas neutre. Quand on fait ce type de démarche et qu'on demande plus de proportionnalité dans la réponse, c'est aussi parce que derrière, ce gouvernement finira par partir. Il y aura un turnover comme dans toute société démocratique, mais la police, elle va rester. Et aujourd'hui, le traumatisme qui est en train de s'établir entre la population et la police, de par ces ordres extrêmement répressifs qui nous sont donnés, nous, ça va nous poursuivre pendant des années. Et c'est notre rôle et tout notre honneur en tant qu'organisation syndicale d'essayer de proposer une sortie de crise et une proportionnalité entre le maintien de l'ordre et la répression et la réponse policière. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Michel Touris. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Samedi Politique. En attendant, partagez, likez, commentez cette émission comme chaque semaine. À bientôt.